à présent à notre page consacrée au Congrès des maires de France avec en ouverture la journée de l'outre-mer au Sénat. Vous allez le voir, cette journée a été dominée par des questions d'emploi mais aussi de rattrapage économique des territoires ultramarins, comme nous l'explique Quentin Calmy. Ils viennent des quatre coins du monde, ont parcouru des milliers de kilomètres et bravé le froid de la métropole pour venir à cet événement. Le Congrès des maires de France s'ouvre traditionnellement par une première journée consacrée aux Outre-mer. Merci de nous accueillir. Non, mais ça va. En forme. Qui cette année se tenait au Sénat. Occasion de faire un point de la relation entre l'État, le Parlement, les associations d'élus et les communes d'outre-mer dont le statut n'est pas toujours le même. Je le dirai ce matin, mais qui ont les problèmes financiers, bien évidemment, dans les réductions de dotations, eux aussi, et se posent la même question que beaucoup de communes de métropole, dans une gestion un peu verticale de la part de l'État. Des maires venus des antipodes, mais qui partagent le même sentiment d'interrogation, voire de résignation que les maires de métropole. Exemple avec Mayotte, ce département situé dans l'océan Indien, 2 des 17 maires de l'île y ont récemment démissionné. L'état d'esprit est compliqué pour des raisons de finances, tout simplement. Je prends un exemple. Nous allons, la taxe d'habitation, et c'est la préoccupation de l'ensemble des maires de France, la taxe d'habitation va être supprimée. Mais le problème pour Mayotte, c'est que les bases fiscales sont restreintes. La commune de Mamoudzou, 77 000 habitants, 15 000 personnes qui payent l'impôt. Donc, sur quelle base l'État va nous compenser demain? Et si on ne refait pas, je dirais, l'élargissement des bases fiscales, c'est une catastrophe pour l'ensemble des maires de Mayotte. La question financière présente à l'esprit de tous les maires à la veille d'une grande réforme de la fiscalité locale. Jean-Claude Pioche est maire de la Désirade dans l'archipel de la Guadeloupe. On a besoin d'argent pour pouvoir faire des projets, mettre en place des projets. Et bien sûr, on sait comment l'argent aujourd'hui est rare. Et oui, ça reste une grosse problématique et on le voit parce que beaucoup de communes, et notamment en Guadeloupe, sont dans le rouge. Des élus qui attendent beaucoup des rencontres toute cette semaine pour répondre à ces interrogations. Et en cette première journée du Congrès des maires de France, on s'intéresse donc aux enjeux pour les collectivités ultramarines avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Louis Lagourgue. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur de La Réunion, sénateur Les Indépendants. Bienvenue à vous. Michel Magrette également sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes le président de la délégation sénatoriale aux collectivités justement d'outre-mer ici au Sénat, sénateur LR de Saint-Barthélemy. Avec nous également Victorin Lurel, ancien ministre, sénateur socialiste de la Guadeloupe. Merci d'avoir accepté notre invitation et j'ai le plaisir d'accueillir Raymond Aucollier. Merci d'être avec nous. Vous êtes le maire sans étiquette de la commune du Vauclin, c'est en Martinique. Première question pour vous justement, puisqu'on a entendu ce matin François Baroin, le président de l'AMF, ancien sénateur, estimer que les problématiques des métropoles sont exigeantes, mais parfois en Outre-mer c'est la même chose, multipliée par 3 voire par 4. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Il est tout à fait lucide, simplement je voudrais qu'il aille jusqu'au bout et qui puisse nous accompagner pour résoudre les problèmes. Alors effectivement, le problème numéro 1 central à la Martinique, et c'est pareil pour la Guadeloupe et les autres départements d'outre-mer, c'est la question de l'emploi. Et aujourd'hui, tout le monde sait que le taux de chômage est infiniment plus élevé que dans l'Hexagone. Alors il faut agir vite sur 2 leviers essentiels. Premièrement, il faut soutenir, accompagner et soutenir l'investissement privé, de telle sorte qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, 40% des jeunes qui sont nés dans les territoires d'outre-mer sont venus ici pour étudier et travailler. Donc, il y a une fuite des cerveaux. Si on veut qu'ils reviennent, il faut leur permettre de trouver un emploi qui soit suffisamment attractif et puis qui corresponde à leur qualification. Donc, le premier levier sur lequel il faut agir, je crois personnellement qu'il faut mettre en place une loi de défiscalisation ambitieuse et adaptée pour faire en sorte que ces jeunes aient envie de venir créer des entreprises en outre-mer et que des entreprises ici, dans le secteur de l'industrie, de l'artisanat, du commerce, puissent venir investir dans les départements d'outre-mer. Parce que chaque année, il y a environ 3 000 à 4 000 jeunes qui fuient. Le deuxième levier financier, il s'agit là cette fois d'aider les collectivités, que ce soit les communes, départements, régions ou collectivités territoriales. C'est Michel Rocard qui, en 2012, expliquait qu'il y a une source de revenus à laquelle on ne pense pas, on a un peu sanctuarisé. Sur les 10% du budget de la défense nationale, il y a ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire.
Michel Rocard disait qu'il suffisait de prendre à peu près 1 milliard par an et de permettre aux communes de pouvoir investir. Voilà, les clés sont là. J'espère que le président de l'Association des maires va nous accompagner parce que sur ce milliard, la Cour des comptes considère que le manque à gagner pour les communes d'outre-mer, c'est 185 millions d'euros. On voit à la fois votre constat et des propositions très concrètes. Les communes de France, de toutes les régions de France. On va donner de la parole, si vous voulez, aux autres invités. Est-ce que vous partagez ce constat à La Réunion, notamment sur ce point, l'emploi des jeunes, ces jeunes qui viennent se former en métropole et qui ne reviennent pas forcément à La Réunion? Oui, je partage tout à fait l'avis de mon collègue. Je voudrais, si vous voulez, avant peut-être d'entrer dans le vif du sujet, vous dire qu'à La Réunion, nous traversons actuellement des moments très difficiles, puisque, comme vous le savez, la manifestation des Gilets jaunes a dégénéré, et aujourd'hui, La Réunion se trouve à feu et à sang. Le préfet de La Réunion a déclaré le plan hors sec, les écoles maternelles sont fermées, toute la population est cloîtrée chez elle, ne peut pas se déplacer. C'est une situation catastrophique. Et cette situation, je dois vous le dire, ce n'est pas le prix de l'essence qui a fait qu'on en est arrivé là. C'est tout un malaise profond qui date depuis des années et des années. Et ce que monsieur disait, c'est effectivement le problème des jeunes. Comment voulez-vous que 35% des jeunes de moins de 25 ans se retrouvent aujourd'hui au chômage, ne travaillent pas? Certes, ils n'ont pas de qualification, mais ils ne travaillent pas, ils sont inactifs. À l'époque, nous avions ce qu'on appelle les emplois aidés, qui nous permettaient de leur donner une petite occupation dans l'intérêt public. Mais aujourd'hui, ces emplois aidés ont été fortement, voire même supprimés par le gouvernement. Et donc, nous sommes totalement désarmés. Et ce qui arrive aujourd'hui à La Réunion risque peut-être d'arriver demain, peut-être en métropole ici, et dans d'autres départements Antilles ou Guyane ou Guadeloupe. Nous, ce que nous demandons, ce sont des efforts en direction des entreprises. Il y avait une réforme d'exonération de charges sociales en direction des entreprises qui permettait effectivement aux entreprises d'embaucher peu ou prou tous les ans. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé d'augmenter les seuils, ce qui fait que cette réforme va être totalement inopérante au niveau de l'emploi et même risque de faire perdre beaucoup d'emplois à La Réunion. Je vais vous citer un seul exemple. Une entreprise qui s'appelle Aerostral, une entreprise d'aviation, c'est l'entreprise locale. Et cette entreprise me disait, juste avant de partir, je suis arrivé ce matin de La Réunion, juste avant de partir, le chef d'entreprise me disait, si jamais ce seuil est augmenté, comme le souhaite le gouvernement, ce sont 80 emplois qui vont être supprimés dès l'année prochaine. Et ça, c'est à tous les niveaux. Donc nous, ce que nous disons, c'est un peu de cohérence. Les départements d'outre-mer ne sont pas des départements métropolitains, comme les départements métropolitains. Il faut les traiter différemment. C'est important ça, Michel Magras, ce sujet de la différenciation territoriale. Il en a beaucoup été question ce matin et cet après-midi lors des débats ici au Sénat. Oui, vous savez qu'il y a autant de situations différentes qu'il y a de territoires en Outre-mer. Et on ne peut pas donc les traiter de manière unanime. Ça, c'est une première chose. Moi, je suis un fervent défenseur de la différenciation territoriale, mais à une condition, c'est que cette notion de différenciation territoriale ne soit pas imposée depuis le château, depuis Paris. C'est aux ultramarins eux-mêmes de décider des projets qui sont les leurs, et l'État, le devoir de l'État, c'est de les accompagner. Et je rejoins parfaitement ce que vient de dire mon collègue. Nous avions en Outre-mer un système d'exonération fiscale issu de la LODEOM qui ne nécessitait pas d'être revu, c'est mon point de vue personnel. Il y a une décision du gouvernement de faire disparaître le CICE au moment où il commençait à marcher et de le transformer en abaissement de charge. Ce dispositif devait venir en complément. Par contre, le choix qui a été fait de supprimer les aides qui interviennent sur les salaires plus rémunérateurs et de tout mettre sur les bas salaires, je suis désolé, mais cela va à l'encontre des choix de développement économique d'un territoire. On ne peut pas concevoir le développement d'un territoire et donner du pouvoir de développement économique à un territoire où la majeure partie de la population serait smicardisée. Il y a un non-sens sur la démarche. Victorin Lurel, on parlait de ce sentiment d'un pouvoir centralisateur. Gestion verticale, nous dit le président du Sénat. C'est ce que vous ressentez aussi? Tout à fait. Oui, tout à fait. Verticale, centralisée, jacobine,
colbertiste même, je suis sévère. Comment voulez-vous prendre en décentralisation, en administration et en libre administration territoriale et centraliser tout cet argent à Paris et dire, vous viendrez demander, d'autres diraient quémander, quelques subsides, quelques subventions qui sera donné peut-être, hélas, peut-être selon la couleur politique. Il y aura toujours ce soupçon-là, même si je ne leur en fais pas procès. Mais manifestement, on va à contre-courant de ce que souhaitent les territoires. Le président lui-même, et Michel Magras vient de le dire, a souhaité instiller une dose de différenciation. Or, quand on voit les propositions qui sont faites dans la réforme constitutionnelle, il n'y a pas de proposition de différenciation. Il y a une accentuation de l'expérimentation. Pour nous, ce n'est pas vraiment de la différenciation, puisqu'on est déjà un petit peu plus décentralisé que d'autres. Il faut aller plus loin selon les demandes formulées par les territoires eux-mêmes. Aujourd'hui, moi, je dis une chose qui est simple. Il n'y a pas de vision globale des Outre-mer par ce gouvernement. On fait des petits coups, par exemple, on va supprimer la TVA-NPR, on va supprimer la réfaction d'impôt sur l'IR, on va exclure de la défiscalisation le logement social privé, on va exclure la comptabilité, l'ingénierie, les études techniques, bref, un certain nombre de choses. Malgré le livre bleu. Malgré le livre bleu, qui était un prétexte, ouais. Je l'ai dit à la ministre, c'était déjà prédéterminé, prédécidé, et on savait ce qu'on allait y trouver avant même d'avoir commencé. On n'a pas cette vision globale et en même temps différenciée. Alors on fait de petits coups et on donne l'impression qu'il y a une vision d'ensemble, une vision globale. Manifestement, le gouvernement, à mon sens, a fait une croix sur l'électorat outre-mer, je le dis comme je le pense. Deuxièmement, en disant, puisque vous êtes dans la différenciation un peu fiscale, mais pour moi c'est de l'assistanat, je fais dans l'alignement, dans la standardisation et dans l'harmonisation. Donc on supprime. Et on demande donc un effort fiscal considérable aux Outre-mer, puisque toutes les mesures récessives prises dans l'Hexagone s'appliquent là-bas. On y ajoute un volet spécifique Outre-mer qui va faire très mal. Donc c'est contraire à ce que l'on dit, oui, plus d'emplois, et notamment pour les jeunes diplômés. C'est tout à fait le contraire, et c'est donc contre-productif. Puisque la ministre Annick Jardin a été interpellée sur cette question de l'urgence aussi de l'emploi. Je vous propose de l'écouter et je vous ferai réagir après, notamment vous, Raymond Collier. Écoutez. Une des batailles prioritaires doit rester celle de l'emploi. Car vous l'avez dit, les inégalités proviennent le plus souvent du non-accès à l'emploi. Une situation très déséquilibrée dans les territoires d'outre-mer où on a souvent plus de 40% dans certains territoires de jeunes demandeurs d'emploi par rapport à des taux en métropole qui sont bien sûr bien inférieurs. On a donc ce défi à relever. Eh bien, cette jeunesse, elle doit trouver une réponse dans la formation. Il y a 11 380 formations supplémentaires qui seront financées cette année dans les territoires d'outre-mer. Vous le savez, c'est plus de 700 millions d'euros sur l'ensemble du quinquennat, donc jusqu'en 2022, qui vont être consacrés au plan d'investissement de compétences dans les territoires d'outre-mer. Il faut activer ces dispositifs. Il faut porter des projets pour que cette jeunesse, elle soit mieux formée. Ça vous satisfait, Raymond Collier, ces propos de la ministre? Il y aura 11 380 formations supplémentaires financées cette année dans les territoires d'outre-mer, justement pour que les jeunes restent sur place par la suite? Ce sont des mesures qui sont intéressantes. Je ne dirais pas qu'elles n'ont pas de valeur. Elles sont intéressantes, mais elles sont très insuffisantes. Parce que la ministre, je crois, et le gouvernement n'ont pas compris une vérité cardinale. C'est que dans les quelques années qui viennent, d'ici 2030, il y aura chez nous, dans nos territoires, 8 jeunes ayant 20 ans et plus pour 10 inactifs. Ça veut dire que si nous ne prenons pas des mesures exceptionnelles, urgentes, pour arrêter la fuite des cerveaux et encourager les entreprises qui se trouvent sur le sol métropolitain dans le secteur de l'artisanat, de l'industrie, du commerce à venir investir sur nos territoires, nous ne pourrons pas régler ce problème, en tout cas diminuer sensiblement la question du chômage, et nous verrons que ce qui se passe à l'île de la Réunion, au Chaudron ailleurs, va risquer de se développer en Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane. Et le gouvernement va devoir éteindre 50 feux à la fois. Donc, au moment où
très sereinement, vous voyez, dans la sérénité, nous avons la possibilité d'agir sur des leviers. Je répète, situation exceptionnelle appelle des mesures exceptionnelles. La première mesure exceptionnelle qui est de nature à rassurer les investisseurs et à encourager les jeunes qui ont malheureusement été attirés par la fuite des cerveaux à revenir pour créer des entreprises, c'est le levier fiscal, une loi ambitieuse de défiscalisation qui soit attractive. Et simultanément, pour soutenir l'investissement public, c'est pourquoi je dis qu'il est important que la classe politique, quand je dis la classe politique, ça veut dire que toutes les associations de maires de l'Hexagone et de l'Outre-mer, que nous marchons de même pas pour faire comprendre au gouvernement qu'il est essentiel de réduire d'1 milliard d'euros les dépenses liées à la dissuasion nucléaire pour permettre aux communes de France hexagonale et de l'Outre-mer de pouvoir investir dans les infrastructures créatrices d'emplois. Je voudrais aussi qu'on parle de la question du logement, Jean-Louis Lagourgue, puisqu'on a entendu aussi Annick Girardin qui a confirmé la tenue avant la fin de l'année d'une grande conférence sur le logement des Outre-mer. Là aussi, cela fait partie des dossiers prioritaires. Écoutez, moi je n'aime pas trop les conférences, parce que bien souvent ce sont des grandes réunions où on se retrouve tous, beaucoup de palabres, il y a très peu de résultats. Nous l'avons vu du reste avec le livre bleu sur l'Outre-mer. Ça a été beaucoup d'espoir de la part des élus, et puis en définitive, la montagne a accouché d'une souris, puisqu'on a pris de l'argent dans la poche des Réunionnais pour redistribuer aux Réunionnais, et de même chez les Antillais, Guadeloupéens. Et même pour financer les coms du Pacifique. Même pour financer. On peut comprendre en solidarité, même pour financer, mais quand même. Absolument. Donc, le problème du logement outre-mer est un véritable défi. Et tant que le gouvernement n'aura pas compris qu'il faut, et je suis d'accord, il faut relancer la défiscalisation outre-mer, la défiscalisation dans le domaine du social. Tant qu'on ne l'aura pas fait, on mettra un pansement sur une jambe de bois. Il faut encourager les investisseurs à venir dans nos départements. Mais pour les encourager. Ils se sont détournés des collectivités ultramarines, les investisseurs. Écoutez, les mesures ne sont plus du tout incitatives. Pourquoi voulez-vous qu'ils viennent dans nos départements? Nous avons également demandé à ce qu'il y ait une rénovation du logement social. Tous ces logements sociaux qui ont été construits il y a 20 ans, 25 ans, actuellement ce sont des taudis. Il faut beaucoup d'argent pour améliorer, pour remettre au goût du jour ces logements. Comment on fait? S'il n'y a pas une volonté forte de l'État d'inciter à ce qu'on remette en ordre ces logements sociaux, on n'arrivera plus. Michel Magrin, avec aussi des enjeux en ce qui concerne la construction, l'amélioration de l'habitat lié aux enjeux climatiques. On l'a vu encore récemment sur votre territoire. Oui, mais avant de vous répondre sur les enjeux climatiques, je voudrais rebondir sur ce que disait mon collègue. Il ne faut pas perdre de vue que nous avons voté une loi égalité réelle Outre-mer dans laquelle il a été prévu qu'en Outre-mer, on investirait dans 150 000 logements en 10 ans. Okay ? Actuellement, nous sommes, si les chiffres dont je dispose sont les bons, nous sommes aux alentours en moins de 7 000 logements par an, entre la réhabilitation et la construction de logements neufs. Le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas et nous ne pourrons pas nous en sortir à ce rythme-là, donc on ne pourra pas répondre aux besoins réels des collectivités d'outre-mer. C'est vrai, mais il y a eu des améliorations. Je connais, on a tous vu la loi proposée par notre collègue Letchimy sur l'indivision pour gagner du temps, etc., sur la résorption de l'habitat insalubre. Ce sont des démarches positives, mais le rythme n'y est pas, les moyens mis à disposition n'y sont pas. Sur la partie climatique, entre guillemets, les conséquences des aléas auxquels nous sommes tous soumis, il se trouve qu'en Outre-mer, nous cumulons à peu près la totalité des risques, pour certains, plus que d'autres, et que de là, il nous faut effectivement nous y préparer, et notamment en termes de résistance aux événements climatiques tels que les cyclones ou les séismes, qui sont, s'agissant des cyclones en tout cas, de plus en plus violents. Nous savons ce que nous avons vu l'année dernière. Donc je crois qu'il y a des choses à faire. Par contre, là où il y a encore une erreur malheureusement sur la conception de ce qu'il faut faire en Outre-mer, c'est qu'on nous impose des normes et des règles de construction
qui ne sont pas adaptés forcément à nos territoires. On se bat depuis des années pour expliquer qu'il y a des savoirs, il y a des savoir-faire en Outre-mer, nos grands-parents construisaient des maisons capables de résister à des vents particulièrement violents. Et aujourd'hui, il faut pouvoir adapter les normes aux réalités qui sont les nôtres. Mais certes, il y a certainement quelque chose à faire parce que ce que nous avons vécu l'année dernière n'est pas du domaine habituel. C'est un petit peu hors norme et l'avenir nous laisse penser que le phénomène ne va pas aller en s'améliorant. Victorin Lurel, il a également cette question, je le disais, des enjeux climatiques, du réchauffement climatique. Vous me permettrez de revenir sur le logement, parce que quand le logement va, ou le bâtiment va, tout va. Oui, on avait voté un plan logement outre-mer. Ensuite, on l'a un peu sanctuarisé dans la loi égalité. Je tiens beaucoup à cette loi pour avoir été avec beaucoup d'autres un peu la cheville ouvrière de cette affaire-là. 150 000. 100 000 pour les DROM, les départements et régions d'outre-mer, et 50 000 pour les COM du Pacifique. Qu'est-ce qui se passe dans l'actuel projet de loi de finances là? On vient, par exemple, sur le 199 du CSC. Alors, c'est très technique, mais c'est une défiscalisation en faveur du logement social privé. On vient de le supprimer. C'est contraire à l'objectif. Ce n'est pas uniquement le secteur public et les bailleurs sociaux qui feront tout. Il y a aussi les associations, les bailleurs privés, les promoteurs privés qui devraient pouvoir faire. Non, on vient de supprimer. C'est contradictoire avec ce que dit notre ministre. Elle annonce de très belles choses, mais dans la pratique, c'est pas bon. Et puis, ce qui me blesse, je l'avoue, c'est cette image donnée des Outre-mer ici dans l'Hexagone. Comme quoi nous serions des assistés, que nous aurions tellement d'avantages. C'est une élite qui persiste. Qui persiste et qui malheureusement est accréditée par le gouvernement lui-même. Mais pire encore, le président de la République est venu en Martinique et en Guadeloupe et a laissé entendre, mais même en Guyane quelque temps auparavant, qui n'est pas le Père Noël, etc., comme si nous étions des enfants, attendions la hotte du Père Noël. Mais et venir dire, déjà vous êtes très très mal vécu et très mal ressenti, mais pire encore, ça a été une agression à l'égard des élus de la Guadeloupe et en particulier de Saint-Martin et de la Guadeloupe, comme quoi les élus seraient des incompétents, seraient des pourris, seraient des... Bon, j'avoue que j'avais jamais entendu ça. Et donc, on n'a jamais eu un discours avec le président en face à face. Donc, on l'a eu dans un dîner républicain. Mais on me dit qu'en province, ici, c'est à peu près la même chose. C'est le magistère qui tombe du château et on n'écoute pas la voix venue des territoires et des terroirs. On a raison à Paris contre les élus locaux qui vivent pourtant une réalité difficile. On a beaucoup parlé de ce malaise des élus locaux. Beaucoup ne souhaitent pas se représenter aux prochaines élections municipales. Comment ça se passe, vous, sur place? Est-ce que c'est un sentiment aussi qui est partagé par les élus locaux martiniquais? Beaucoup d'élus locaux à Martinique et dans les autres territoires d'outre-mer sont exaspérés et indignés par l'attitude du gouvernement. Parce que je remercie notre collègue de la Guadeloupe d'avoir effleuré la question. Cette idée que l'on essaie de distiller à travers un discours sur le fait que les élus d'outre-mer seraient particulièrement bien lotis, je tiens à dénoncer vigoureusement le fait qu'il faut que nos compatriotes qui nous écoutent sachent que les communes d'outre-mer sont assujetties à des charges qui sont beaucoup plus importantes que les communes de France hexagonale. Par exemple, en ce qui concerne la masse salariale, il y a un pourcentage beaucoup plus important que nous devons assurer. Et lorsque nous devons nous approvisionner en équipement, en outils, en matériaux, nous avons un surcoût qui va de 20 à 40% au moins. Au moins. Dans certains secteurs, ça dépasse 40%. Donc faire quoi? Emmanuel Macron, il ne viendra pas cette semaine au Congrès des maires de France. C'est Édouard Philippe qui va s'exprimer. Vous le regrettez? Ça aurait été un geste justement envers à la fois les parlementaires, mais aussi les élus locaux. De considération déjà, oui. D'abord, c'est une marque de respect. Tous les présidents de la République l'ont fait. Bon, je pense que c'est une petite erreur de jeunesse. Il viendra peut-être l'année prochaine, si Dieu lui prête vie, à moi aussi. Mais moi, ce que je souhaite dire en tout cas, nous avons parlé des problèmes économiques, mais il y a deux problèmes graves qui préoccupe la population de la Martinique et de la Guadeloupe particulièrement. C'est la question des sargasses. J'ai été ahuri de constater qu'un certain nombre de représentants parlementaires ont exigé de mettre en place une commission d'enquête parlementaire
sur l'affaire Benalla qui aurait pu être traitée par la justice, parce que la France est un État de droit. C'est un message que vous souhaitez faire passer, une commission d'enquête sur les sargasses. Où la justice fait son travail. Nous, les élus d'outre-mer, nous aurions apprécié qu'une commission d'enquête parlementaire dans les deux assemblées travaille sur la question du chlordécone et sur la question des sargasses qui empoisonnent la population. Peut-être un message pour vous, messieurs les parlementaires. Merci à tous les quatre d'être venus parler de vos problématiques ultramarines sur le plateau de Public Sénat. Le projet de loi de finances rectificative a été rejeté par la droite sénatoriale. Pour le rappel, il transfère près de 600 millions d'euros du budget de l'écologie au budget général. Une décision assumée par le gouvernement, par la voix de Gérald Darmanin. Alors pour en parler, on retrouve Alexandre Poussard dans l'hémicycle du Sénat. Que s'est-il passé hier ? Eh bien écoutez Delphine, le ministre de l'Action et des Comptes Publics a été critiqué de tous les bords de l'hémicycle, des sénateurs de gauche comme de droite, sur cette question des 577 millions d'euros qui ne seront pas finalement affectés au budget de la transition énergétique, mais au budget général. Et Gérald Darmanin a assumé, il a justifié cette décision. Selon lui, la taxe sur les carburants ne peut être affectée automatiquement à la fiscalité écologique, mais peut financer aussi d'autres secteurs du budget. On l'écoute. Si vous dites qu'il faut que cet argent aille à la transition écologique, vous aurez un sujet. Comment peut-on dire dans la même formule qu'il faut laisser l'argent pour l'armée et affecter toutes les recettes que nous recevons supplémentaires? Il y a une contradiction énorme, y compris au sein de ceux qui défendent ce sujet, puisque pour l'école, pour l'armée, pour le paiement de l'intérêt de la dette, pour le fonctionnement de nos services publics, il est rare de trouver des fiscalités qui sont propres à l'armée, à l'éducation nationale, et je crois que nous devrions tous collectivement ne pas sombrer dans la démagogie qui consiste à affecter toute forme de recettes. Alors c'était de bonne guerre, les sénateurs socialistes ont proposé au gouvernement via un amendement d'utiliser cet excédent budgétaire pour financer la transition énergétique. Écoutez le socialiste Claude Raynal. Sur le fond, nous estimons, au vu de l'urgence du défi écologique, qu'il est nécessaire que les recettes de la fiscalité écologique soient redirigées autant que possible vers des actions qui bénéficient à l'environnement. Il est possible de penser à cet égard aux aides à l'injection de biométhane dans les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel qui pourraient être accrues, ou encore aux incitations à la production d'énergie renouvelable, notamment par les particuliers, qui pourraient être renforcées. Et la droite sénatoriale a renchéri dans cette critique de la fiscalité écologique du gouvernement. Les sénateurs de droite ont par exemple estimé que le fait de supprimer un LED à la rénovation des fenêtres, une suppression dans le budget 2019 décidée par le gouvernement, pour les sénateurs de droite, cette suppression est une erreur. Alors Gérald Darmanin a réagi en tant qu'ancien membre du Parti Les Républicains en rappelant aux sénateurs de droite que par le passé, la droite n'avait pas été si favorable que ça à la fiscalité écologique. Merci Alexandre pour ces précisions. Et justement, on va voir ce qu'en pense le rapporteur général du budget ici, le sénateur LR, Albéric de Montgolfier. Il est avec vous, Tam Tranui. Oui, Albéric de Montgolfier. Hier, le gouvernement, à travers le budget rectificatif, a reversé au budget général un excédent de près de 600 millions d'euros issus du compte d'affectation spéciale transition énergétique. Tout d'abord, est-ce que pour vous, ce sont des euros en moins qui sont affectés à l'environnement, à la question environnementale ? Ce ne sont pas forcément des euros en moins, mais c'est des euros qui auraient pu, si le gouvernement l'avait décidé, être affectés à la transition énergétique. De quoi il s'agit? Lorsque vous payez un litre d'essence, lorsque vous payez un litre de gazole ou un litre de fioul domestique, vous avez une part qui va au budget de l'État et une part qui va à un compte qu'on appelle le compte d'affectation spéciale, c'est un peu technique, transition énergétique. Et ce compte, qu'est-ce qu'il finance? Il finance l'énergie renouvelable, c'est-à-dire le photovoltaïque et l'éolien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé tout simplement, c'est que tout ça est régulé. Il y a un organisme qui s'appelle la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, qui a constaté dès le mois de juillet que l'on avait besoin de moins d'argent pour financer l'éolien et le photovoltaïque, parce que tout ça est évidemment très régulé. Et il y avait en gros plus de 600 millions d'euros. Et le gouvernement aurait pu, ce que je dis, c'est que le gouvernement on l'a su il y a déjà 6 mois, on aurait pu réagir tout le monde le savait, tout le monde le savait il y a plus de 6 mois. Ces 600 millions de plus, ils ont évidemment reversé au budget général. Là, il n'y a rien de choquant. Mais en revanche, sur le plan politique, le gouvernement a très bien pu dire nous avons une partie de cette fiscalité qui vient de l'essence, qui vient du gazoil payé par les Français, qui vient du fioul domestique payé par les Français. Eh bien, ce surplus de recettes, c'est quelques 600 millions d'euros de plus. On les affecte, on les utilise en partie plutôt pour accompagner les Français qui en ont le plus besoin, pour financer la rénovation de leurs fenêtres, pour financer la compagnie. Sur ce sujet-là, il y a eu un rabotage. Alors oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, ce qui est c'est pourquoi ça fait débat, bien sûr, parce qu'il y a le cours de l'énergie, mais il y a aussi le fait qu'il y a peu de mesures d'accompagnement. Et en tous les cas, les mesures d'accompagnement, elles sont moindres que l'année dernière. Si je prends l'exemple d'un crédit d'impôt
que les Français qui font des travaux connaissent bien, que le crédit d'impôt transition énergétique, le CITE, eh bien, on a aujourd'hui moins de moyens qu'on en avait par exemple il y a 2 ans. Je prends un exemple très concret. Lorsque vous changez votre fenêtre, changez les fenêtres pour passer à des doubles vitrages, c'est évidemment les fenêtres une source importante de déperdition d'énergie. Et ça a été sorti de la possibilité de le mettre au CITE. Le gouvernement aurait pu dire, voilà, dans une maison individuelle, où est-ce qu'il y a besoin d'accompagnement? Eh bien, dans le CITE. Et on aurait pu, pour ça, accompagner mieux les Français ou accompagner à travers l'ANA en reprenant un peu du surplus de recettes, de ces recettes, et au les affecter au budget général, qui par ailleurs, il n'y a rien de malsain, mais on aurait pu dire, ces recettes, finalement, on va les utiliser en partie pour accompagner les Français dans cette transition énergétique. Qu'est-ce que vous pensez de la réponse du gouvernement qui juge, d'une part, qu'il n'a pas cherché à prélever 600 millions d'euros au détriment de l'environnement et que lorsqu'on présente les choses de cette façon-là, ils estiment que c'est une intox, c'est une fake news. Est-ce que déjà pour vous, cette présentation est exacte ou elle est quand même partiellement inexacte? D'où vient cet argent? Il vient tout simplement, tout cet argent, ces 100 millions d'euros, ils viennent exclusivement de la TICPE, de la taxe intérieure payée par le carburant ou le fioul domestique. Donc c'est très concrètement, et l'État, de fait, va consacrer moins à l'énergie solaire ou à l'énergie éolienne. C'est un constat simplement. Là-dessus, il n'y a pas de décision. C'est la décision qui n'appartient pas au gouvernement, qui appartient à la Commission de régulation de l'énergie. C'est tout à fait vrai de ce point de vue. En revanche, ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y a pas eu le choix politique d'utiliser cet argent supplémentaire pour accompagner les Français dans la transition énergétique, notamment les plus faibles, mais ça s'est venu comme une recette de plus de l'État pour un peu combler le déficit ou simplement assurer des recettes de poche. Donc je dis aujourd'hui que malheureusement, la fiscalité énergétique est là bon dos. Et d'ailleurs, il y a un peu de contradiction parce que d'un côté, le gouvernement nous dit on l'augmente, mais c'est pour mieux vous accompagner dans la transition énergétique. Et puis de l'autre, certains ministres disent mais non, c'est pour payer les écoles, pour payer les routes, pour payer les infirmières. Donc c'est tout à fait vrai. Donc moi, je ne suis pas pour la fiscalité affectée. Ce serait malsain de dire tel impôt va exclusivement à ça, parce qu'il y a beaucoup de missions de l'État, et la défense, l'éducation, etc., etc. Donc il ne faut pas que la fiscalité soit affectée, et ça n'a jamais été le cas. Mais lorsque vous avez une augmentation aussi importante, cette année c'est 2,9 milliards, plus 1 milliard sur le gazole routier, 3,9 milliards qui vont être pris sur l'énergie des Français, eh bien, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Et malheureusement, on constate que ces mesures d'accompagnement, je pense en particulier au CITE, elles sont en baisse. Le gouvernement durcit le ton face au mouvement des Gilets jaunes. Après la mort de 2 personnes et des centaines de blessés, le président se veut intraitable. Il l'a dit ce matin lors du Conseil des ministres. Écoutez à ce propos Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. Il faut être intraitable sur l'ordre public. La liberté n'existe que s'il y a l'ordre public. Et nous ne pouvons accepter les 2 personnes qui sont décédées, les centaines de blessés chez les manifestants et bien sûr les blessés chez les forces de l'ordre. Nous ne pouvons pas non plus accepter les propos racistes, xénophobes, antisémites, homophobes, qui parfois ont été entendus, ont été filmés et ont été tenus à l'endroit de certains de nos compatriotes qui se trouvaient là. La réponse de l'État a été ferme et la sévérité sera de mise comme elle l'a été depuis le premier jour. Et cette contestation était-elle prévisible? Le 24 novembre 2017, en plein débat budgétaire au Sénat, 2 parlementaires mettaient déjà en garde l'exécutif contre le risque de protestation élevé des Français lié à la hausse de la TICPE. Alors le sénateur LR François Husson redoutait de nouveaux bonnets rouges. À l'époque, il n'avait pas été vraiment pris au sérieux par Gérald Darmanin. Regardez cet extrait de la séance retrouvé par la rédaction de Public Sénat. Nous ne maîtrisons pas, et pour cause, les flux, notamment des éventuels mouvements erratiques concernant le pétrole et ses dérivés. Donc, pour avoir été largement échaudé dans le processus de l'écotaxe qui avait fait l'objet d'une adoption quasi unanime dans les 2 assemblées, nous ne voulons pas avoir un deuxième phénomène des bonnets rouges. Monsieur le ministre, nous souhaitons donc que vous attendiez et que vous accédiez aux demandes du Sénat. Ce qu'on craint aujourd'hui, et ça serait absolument désastreux, et c'est l'écolo de service qui le dit, c'est qu'on fasse apparaître finalement la fiscalité écologique comme un moyen de rééquilibrer le budget de l'État. Point. C'est-à-dire la nouvelle vache à lait de l'État, c'est la tonne carbone. Si vous ne réussissez pas à avoir un discours politique cohérent
qui dit non, ça n'est pas ça, alors effectivement, on va avoir dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, une levée de bouclier massive contre cette mesure, et donc aussi derrière, et c'est pour ça qu'on prend les devants, contre les changements de comportement que doit permettre la fiscalité écologique. Alors je veux bien que vous parliez des nouveaux bonnets rouges et des nouvelles, des nouveaux bonnets rouges et puis finalement de la nouvelle jacquerie qui arriverait, M. Dantec. Mais enfin, la vérité, c'est que dans la majorité précédente, il s'est trouvé un problème, c'est qu'on a continué à vouloir dépenser des infrastructures de transport toutes intéressantes, toutes passionnantes, qu'on pousse tous sur nos territoires respectifs. Simplement, on a supprimé la recette. On a supprimé la recette, il n'y a plus d'écotaxe. Voilà, si vous voulez revoir cette séquence et en savoir plus sur cette séance, l'article de François Vignal est à lire sur publicsénat.fr. Alors comment réagissent les sénateurs? Eh bien pour le savoir, on retrouve Tam Tranui depuis la salle des conférences du Sénat. Vous êtes Tam aujourd'hui avec le président socialiste de la Commission des Finances, le sénateur de la Seine-et-Marne, Vincent Eblé. Oui, Vincent Eblé, eh bien, je vais faire appel à votre mémoire. On a vu dans ces extraits issus des débats de novembre 2017 qu'à l'époque, il y avait eu certains sénateurs, notamment Jean-François Husson, Ronan Dantec, qui avait alerté sur une hausse trop importante de la taxe sur les carburants, pour dire vite, la TICPE. Ils avaient dit qu'il pourrait y avoir un nouveau mouvement des bonnets rouges. Est-ce que ça veut dire que tout cela, finalement, était assez prévisible? Oui, bien sûr. Enfin, à la Commission des Finances, on travaille sur ces questions depuis longtemps et nous avions parfaitement identifié, d'ailleurs, vous citez Jean-François Husson, il est membre de la Commission des Finances, nous avions parfaitement identifié ce risque, je dirais, budgétaire assez inusité, c'est d'avoir des recettes qui dépassent les prévisions et surtout qui créent voilà, une forme d'émotion au sein de la population, surtout quand l'usage pour lequel est fait la taxe en question n'est pas tout à fait respecté. Oui, et à l'époque, on le voit d'ailleurs, il n'avait pas été pris au sérieux par Gérald Darmanin dans l'hémicycle. Oui, pris au sérieux, ou c'est une façon de masquer les réalités que de prétendre que les choses iront différemment de ce vers quoi elles vont naturellement. Et Vincent Eblé, justement, on va chercher à se projeter sur l'avenir. Est-ce que dans le budget 2019, eh bien, cette hausse de la taxe sur les carburants, cette hausse de la TICPE, eh bien, est-ce qu'elle est affectée à la transition énergétique? Oui, il y a un vrai problème. L'ensemble de ces recettes de la TICPE, c'était 33 milliards d'euros sur l'année dernière, ce sera environ 37 sur l'année prochaine, elle est répartie. Il y en a pour l'État, il y en a pour les collectivités territoriales, il y en a pour le CAS transition énergétique, qui est dans le budget de l'État, mais enfin c'est fléché directement. Et puis il y en a enfin une petite part, mais une part pour les infrastructures de transport. Tout ça est très bien, mais on voit que dans le budget de l'année prochaine, seule la part État est en augmentation. Donc l'ensemble de la croissance de la recette, du produit attendu de cette taxe sur les carburants, elle est entièrement affectée au budget général de l'État. Ni le CAS transition énergétique, ni les infrastructures de transport, ni par ailleurs, c'est une part pourtant substantielle, les sommes mises à disposition des collectivités territoriales pour les politiques qu'elles ont à assumer, ne sont en augmentation en 2019 par rapport à 2018, il n'y a que le budget général de l'État qui, en quelque sorte, est abondé par cette croissance de produits. Donc cette hausse de la taxe sur les carburants, pour être très simple, elle n'alimente pas la transition énergétique l'année prochaine, mais elle alimente principalement le budget général. Il y a de quoi, pour le coup, alimenter la colère des Gilets jaunes. Mais bien sûr, c'est bien ce que nous pointons et c'est la raison pour laquelle nous demandons que l'État apporte des garanties quant à un usage environnemental et écologique de ce surcroît de recettes s'il le maintient. Un mot sur ce que propose la droite sénatoriale, la majorité sénatoriale, la suppression de cette hausse de la taxe sur les carburants en 2019. Pour le coup, ça ferait presque 3 milliards d'euros en moins dans le budget général. Comment est-ce qu'on finance tout ça et qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Oui, alors ça pose la question du financement, mais si l'État, par exemple, à l'occasion de ce rapport sur les orientations 2022, les grands investissements, avait, je dirais, mis en œuvre une économie de gestion, ça n'est pas le cas. Donc on a, je dirais, à l'essentiel, une reconduction des dépenses de l'État. Il n'y a pas d'effort structurel. On va même faire se dégrader le déficit public l'année prochaine. Donc voilà, on est dans une situation compliquée parce qu'il y a
de mon point de vue, un manque de volonté de l'État de bien maîtriser ses dépenses. Et du coup, il y a besoin de trouver des recettes. On a, fait un certain nombre de cadeaux avec la disparition de l'impôt de solidarité sur la fortune, avec la disparition du prélèvement forfaitaire unique sur les très hauts revenus. On a décidé également de faire disparaître la taxe d'habitation qui abondait le budget des collectivités territoriales en réduisant leur capacité financière. Mais on ne fait pas d'économie pour autant, donc on baisse des recettes et on est bien obligé de trouver après quelques ressources de bouche. Et la fiscalité, j'irais, sur les carburants, elle est là pour ça, mais ça n'est pas, j'irais, sa vocation. Et donc évidemment, ça choque et ça heurte un grand nombre de nos concitoyens, on peut le comprendre. Merci beaucoup Vincent Eblé d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, pour cette première réaction. Et l'autre dossier qui anime le Sénat, vous venez d'en parler, c'est l'utilisation des crédits dédiés à la transition énergétique dans le projet de loi de finances. Le gouvernement a souhaité transférer 577 millions d'euros de crédits de la mission écologie au budget général. Alors pour Brune Poirson, la ministre, il s'agit d'une simple technique comptable, comme nous l'explique Aurélien Romano. C'est l'histoire de 577 millions d'euros du budget rectificatif 2018 qui font grincer des dents. Car en plein mouvement des Gilets jaunes, une partie des recettes affectées à la transition énergétique a été reversée au budget général 2018 rectificatif. La droite dénonce une mesure injuste. Le gouvernement a très bien pu dire: nous avons une partie de cette fiscalité qui vient de l'essence, qui vient du gazoil payé par les Français, qui vient du fioul domestique payé par les Français. Eh bien, ce surplus de recettes, c'est quelques 600 millions d'euros de plus, on les affecte, on les utilise en partie plutôt pour accompagner les Français qui en ont le plus besoin. Le ministère de l'écologie répond par le simple mécanisme comptable habituel et déplore l'exploitation politique qu'en fait la droite sénatoriale. Il s'agit tout simplement de mécanismes comptables qui ont lieu chaque année. Et là, je trouve ça quand même déplorable que l'opposition utilise ça pour l'exploiter à des fins politiques, pour faire peur à nos concitoyens. Un ajustement comptable qui aurait pu avoir lieu beaucoup plus tôt, étant donné que le surplus est connu depuis le mois de juillet. Le ministre de la Transition écologique lui-même a dû reconnaître une confusion dans la communication. C'est de l'argent qui devait être dépensé pour le soutien aux énergies renouvelables. Et comme le coût des énergies renouvelables baissent dans notre pays, eh bien, on n'a pas besoin de subventionner autant que ce qu'on avait prévu les énergies renouvelables. Donc c'est une bonne nouvelle. Mais je suis conscient qu'en termes de présentation, évidemment, ça crée un trouble, ça crée une réaction d'incompréhension. Pourtant, son homologue au budget semble plus nuancé et regrette le trop grand fléchage de la fiscalité. D'abord, en affectant toute la fiscalité tout le temps, parce qu'on essaye à chaque fois de trouver un sens, on a un vrai problème. Il est rare de trouver des fiscalités qui sont propres à l'armée, à l'éducation nationale, et je crois que nous devrions tous collectivement ne pas sombrer dans la démagogie. Ces 577 millions réaffectés a posteriori au budget général sont donc un nouveau couac dans la pédagogie du gouvernement sur sa politique énergétique. Et on voit tout de suite les réactions au Sénat avec vous, Tam Tranui, avec la sénatrice Agir du Bas-Rhin, Fabienne Keller. Fabienne Keller, ce sont les 577 millions de la discorde. D'une part, l'exécutif juge qu'il ne s'agit que d'un simple geste technique, comptable. De l'autre, le Sénat affirme que l'on aurait pu flécher cette somme vers l'accompagnement des Français, vers la transition énergétique. Pour vous, eh bien, qui dit vrai ? Alors, il est indiscutable, techniquement, il eût été possible de flécher cette somme en totalité ou en partie vers des mesures compensatoires à la hausse de l'essence. Je crois que cela eût été bienvenu, très attendu, comme aussi un signe d'une aide tout de suite pour consolider, pour crédibiliser l'aide présentée par le Premier ministre pour l'année prochaine. D'autant que l'on sait depuis 6 mois déjà qu'il va y avoir ces 577 millions en trop, en quelque sorte. Oui, moi je pense que donner un signal sur la pollution de l'air est important, mais il faut à tout prix préserver les personnes qui n'ont pas le choix, les personnes les plus modestes et tous ceux qui habitent en milieu rural. Est-ce que ça montre aussi cette situation, qu'il faut affecter plus directement ce type de taxes sur les carburants vers la transition énergétique? Est-ce qu'il faut un fléchage plus direct? Moi, j'en suis convaincue. Une fiscalité écologique n'est acceptable que si elle est restituée, en fait, aux personnes qui la payent, sous la forme d'un accompagnement fort. Changer le chauffage,
adapter son véhicule pour qu'il soit moins consommateur d'énergie ou moins polluant si c'est une vieille voiture. Améliorer l'isolation de son bâtiment. L'isolation thermique, effectivement, c'est tout à fait essentiel. Vous savez, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, mais cela est extrêmement coûteux. Au moment où le crédit d'impôt qui soutient l'isolation thermique est fortement réduit, il est important que toute la hausse des taxes, de la recette supplémentaire, soit fléchée vers cet accompagnement. Donc vous faites cette proposition de flécher plus directement ce type de ressources vers la transition énergétique. Oui. À combien de pourcents? Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019, je vais proposer que l'on flèche la moitié des ressources supplémentaires vers l'environnement en totalité pour que la population sente que ce n'est pas punitif, c'est pour que tous ensemble nous participions de manière plus raisonnable aux émissions de gaz à effet de serre et que la qualité de l'air que nous respirons puisse s'améliorer. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition du groupe LR auquel vous êtes rattaché de supprimer la hausse de la taxe sur les carburants en janvier 2019? Pour ma part, comme l'a dit Alain Juppé ce matin, je soutiens cette stratégie qui consiste à faire payer les émissions carbone, mais elle met en difficulté des personnes, donc il faut les accompagner et leur permettre cette transition écologique. Donc ne pas supprimer cette hausse toutefois pour vous? Non, mais par contre la restituer aux personnes pour lesquelles on souhaite qu'il y ait une adaptation de leur chauffage, de leur isolation thermique, de leur mode de transport, pour qu'ils soient moins émetteurs, ne pas les laisser seuls face à cette difficulté, face à ce non-choix qui est le leur. Justement, quand vous voyez que l'année dernière, dans l'hémicycle, certains sénateurs, Ronan Dantec ou encore Jean-François Husson, alertaient sur le fait qu'il pouvait y avoir un nouveau mouvement des bonnets rouges, disait-il, à l'époque, face à une hausse trop importante de cette fiscalité. Qu'est-ce que vous dites de la situation actuelle? On aurait pu l'anticiper? Oui, parce que la fiscalité, il y a eu un trop-plein fiscal. Il y a une étude qui a été publiée ce matin qui a montré que sur les 10 dernières années, il y a eu énormément de hausses fiscales. Il y a un ras-le-bol, les habitants, les Français ne supportent plus une fiscalité supplémentaire. Donc la seule solution, c'est de lui donner un sens. Parce que ce qui est intéressant dans la démarche des Gilets jaunes, c'est que personne ne conteste l'objectif environnemental. C'est celui-là qui doit nous porter et conduire le gouvernement à accompagner cette transition énergétique plus fortement. Bien, merci beaucoup Fabienne Keller. Merci à vous, Tam. Et on va prendre la direction de l'hémicycle où cet après-midi, une proposition de loi pour lutter contre les déserts bancaires est débattue. Quels sont les enjeux de ce texte, Alexandre Poussard? Écoutez Delphine, les sénateurs partent d'un constat très simple. Les distributeurs automatiques de billets disparaissent progressivement du territoire. Alors je vais vous donner un chiffre. Chaque année, 2% de ces distributeurs disparaissent en France. Ça fait à peu près environ 1000 distributeurs automatiques en moins chaque année. Et cela ne va pas aller en s'améliorant. Écoutez le sénateur RDSE Éric Gold, qui est l'auteur de cette proposition de loi. D'ici 2020, le groupe BPCE prévoit la fermeture de plus de 400 agences. Et la Société Générale a confirmé la réduction de 20% de son réseau d'agences, soit 450 établissements en 2 ans. De son côté, BNP Paribas a déjà fermé 236 guichets depuis 2012. Alors pour remédier à ce problème, ce texte propose de créer par exemple un fonds dédié au maintien de ces distributeurs automatiques de billets dans les territoires les plus fragiles, les territoires ruraux. Et puis il prévoit d'augmenter le nombre de bureaux de poste disposant d'un distributeur. Mais cette solution n'a pas convaincu la Commission des finances. Et écoutez la rapporteure Sylvie Vermeillet sur ce point. Cette évolution ne me paraît pas souhaitable, car je ne suis pas certaine que tous les maires se réjouissent à l'idée d'installer un DAB dans leur agence postale communale. De surcroît, le jeu de la libre concurrence pourrait paradoxalement conduire la Poste à héberger des distributeurs automatiques de billets d'un établissement bancaire concurrent de la Banque postale. Je rappelle que la Poste a une mission de service public, mais pas la Banque postale. Alors le gouvernement est de son côté également défavorable à cette solution d'augmenter le nombre de bureaux de poste disposant d'un distributeur, et le gouvernement a son propre système. Il propose que les commerçants puissent fournir des espèces directement à leurs clients. Alors le principe est simple, pour un achat de 20 €, le client paie 30 € et le caissier lui rend 10 € sous forme d'espèces. On appelle ça le cashback et ce système va être mis en place très prochainement sur le territoire. Merci à vous Alexandre pour toutes ces précisions. Coup d'envoi de l'examen du projet de loi de finances demain au Sénat, l'occasion de nous intéresser au budget des collectivités locales. Il s'annonce stable pour l'année prochaine, avec néanmoins une interrogation de taille, la compensation de la taxe d'habitation. Héloïse Grégoire.
Pour les collectivités territoriales, pas de grand soir fiscal. Le budget de 2019 restera dans la continuité de celui de 2018. Cette année, la dotation globale du fonctionnement des communes et des départements enregistre une enveloppe à hauteur d'environ 27 milliards d'euros. C'est un budget de transition, c'est un budget qui n'améliore pas sensiblement les choses, qui ne les dégrade pas non plus, sur lequel il y aura des modifications collectivité par collectivité, mais encore une fois, me semble-t-il, assez peu significatives. Donc nous attendons la réforme de 2019, mais ce budget ne pose pas en soi, en termes de relations avec les collectivités territoriales, n'aggrave pas ce que nous connaissions dans les années passées. Des dotations qui seront donc maintenues pour certaines collectivités, mais pas pour d'autres, car des modifications se feront certainement à la marge. Les communes, même si elles espéraient plus, sont pour la plupart satisfaites qu'il y ait un maintien des dotations. Ceci étant, ce maintien ne veut pas dire maintien pour tout le monde. Parce qu'il y a des évolutions de population, il y a aussi des critères divers qui évoluent et souvent on va avoir des grincements de dents puisque lorsque l'enveloppe n'augmente pas, il y a forcément des perdants dans cette distribution. La nouveauté de ce projet de loi de finances 2019, c'est la réforme de la dotation d'intercommunalité. Une réforme qui va en fait enlever les catégories d'intercommunalité, les dotations qui étaient par catégorie, pour le ramener à quelque chose sans doute de plus juste et au bénéfice d'ailleurs des plus petites communautés de communes. Concernant la taxe d'habitation, rien n'est encore tranché. Le Sénat attend les propositions du gouvernement sur cette question afin de décider à terme comment cette taxe sera compensée. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Françoise Larpin, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice nationale secteur public à KPMG, c'est un cabinet d'audit et de conseil. Bienvenue à vous. Bernard Delcros est également sur ce plateau. Bonjour, vous êtes sénateur centriste du Cantal, vice-président de la commission des finances. Thomas Rougier est également sur le plateau de Public Sénat. Vous êtes le secrétaire général de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale. Bienvenue à vous. Et Jérôme Bachere, sénateur LR de l'Oise. Vous êtes également membre de cette commission des finances. Première question pour vous, Jérôme Bachere, justement, puisque on vient de le voir, c'était la promesse du gouvernement en contrepartie des contrats financiers. Les concours de l'État aux collectivités territoriales devaient être stables en 2019. Le gouvernement dit stabilité, continuité. L'opposition dit au contraire un recul. Si on regarde les chiffres bruts, il faut commencer par cela, c'est ce que dit le gouvernement. Si on prend le pied de colonne, quand on fait les additions, eh bien ce chiffre est effectivement identique. Mais la tuyauterie est tellement complexe, c'est une, comme dirait Michel Audiard, c'est une béchamel infernale qui fait qu'on ne comprend plus rien et que quand il y aura des gagnants, il y aura surtout beaucoup de perdants derrière. Pour souvent 1 euro gagné dans une commune, c'est 2 fois 50 centimes perdus dans 2 communes. Et du coup, vous faites 2 fois plus de perdants. Donc la grande question, c'est combien de perdants, combien de gagnants ? Car les perdants, ils n'arrêtent pas de perdre. Et plus ils perdent, plus vous les enfoncez en vérité. Et vous ne pouvez pas créer de l'attractivité dans ces territoires. Il s'agit donc bien d'une grande difficulté qui s'ouvre devant nous. Bernard Delcros, quel regard portez-vous sur ce budget dédié aux relations avec les collectivités territoriales ? Vous savez, j'ai un long parcours d'élu local. Et ce qu'attendent les élus, c'est premièrement d'y voir clair, de savoir où ils vont. Parce qu'ils inscrivent leur action dans la durée lorsqu'on investit, lorsqu'on monte des projets, qu'on les réalise, il faut pouvoir se projeter. Donc, d'y voir clair. Et deuxièmement, les élus sont très attachés, lorsque des décisions sont prises, à ce que ces décisions soient justes, qu'elles soient équitables. Et concernant ce PLF 2019, ça a été dit, il s'inscrit dans la continuité de celui de 2018, avec de la stabilité pour la DGF, c'était demandé, avec une mesure qui est extrêmement positive et qui va dans le sens de l'équité, qui est la réforme de la dotation d'intercommunalité, et puis l'augmentation de la péréquation également, qui est importante, vous savez, j'y suis très, très attaché, et puis quelques faiblesses dont on pourra reparler et sur lesquelles le Sénat envisage, enfin, en tous les cas, tentera de corriger ces faiblesses. On va y venir. Françoise Larpin, quand le gouvernement défend ce budget de stabilité, de continuité, je le disais, on voit l'opposition qui s'inquiète au contraire. Alors, qui dit juste, qui dit faux ?
Les deux, tout le monde a raison, hein, parce qu'il y a à la fois effectivement des collectivités qui vont perdre en matière de DGF, mais parfois ce sont quand même les collectivités qui étaient les plus riches, hein, qui peuvent être amenées à perdre. Donc en soi, si on pense que la péréquation c'est un sujet qui doit permettre de donner des moyens à celles qui en ont le moins, c'est une bonne idée. En même temps, après tout dépend de la catégorie des collectivités, parce que si elles perdent mais qu'en même temps elles sont en croissance démographique et qu'elles ont une dynamique en matière de population, elles ont aussi des charges plus importantes pour accueillir les enfants, pour ouvrir des équipements publics, pour ouvrir des écoles, des crèches. Et la demande des habitants peut être très importante en la matière. Et comme on ne tient pas compte finalement de la dynamique, malgré tout, de la croissance démographique, autant que ça devrait être pris en compte, c'est pas tout à fait équitable si on raisonne par rapport à la dynamique des habitants. Pas toujours. Thomas Rogier, votre sentiment sur ce budget 2019 pour les collectivités? Finalement, le socle, c'est quand même une bonne nouvelle par rapport à la période 2014-2017, c'est qu'il y a un maintien de l'enveloppe globale, mais avec les conséquences qui ont été signalées et qui étaient déjà présentes en 2018, c'est qu'individuellement, c'est pas une stabilité pour tout le monde. Il faut bien que les maires et les agents de collectivité le comprennent. Après, on s'attend aussi à des effets individuels moins forts que ceux de 2018, parce que 2018, il y avait les contre-effets de la réforme de l'intercommunalité de 2017. Donc ça a joué sur les montants de dotation perçus en 2018. On s'attend donc à des effets moins forts en 2019. Donc oui, il y aura des perdants et des gagnants, ça a toujours été le cas. Mais quand même, il y a une bonne nouvelle, c'est la stabilité de l'enveloppe. Reste à connaître, et là je vous rejoins à 100%, reste à connaître pour chaque acteur le montant qui lui sera dédié et la lisibilité pour son budget de l'année prochaine, comme pour les années qui suivent d'ailleurs. Et les élus n'aiment pas cette incertitude, Jean Bacher. Ben non, hein, mon collègue Delcros, qui est comme moi, a un passé de gestionnaire local varié, nous savons bien. Quand nous voulons investir dans nos collectivités, pour nos populations, pas pour nous-mêmes, eh bien, il faut quand même avoir un petit peu de perspective. Si, dans une petite commune, vous refaites la salle de classe, eh bien, si vous refaites la salle de classe, encore faut-il que l'an prochain, vous ayez une classe. Et ça, c'est assez compliqué parfois à savoir, à prévoir, et il faut discuter avec l'éducation nationale. Donc on a bien là un sujet majeur qui est de voir clair et de la lisibilité. Or, la suppression de la taxe d'habitation crée du doute. Et ce doute, il risque pas de s'éclaircir avant. Alors, Gérald Darmanin m'a dit hier qu'il devrait déposer son projet de loi le 17 avril prochain au Conseil des ministres. Il va falloir attendre jusque-là. Mais jusque-là, c'est que sur la taxe d'habitation. Or, il ne s'agit là que d'une petite partie, mais importante, en termes de liberté, des ressources des collectivités. Il faudrait parler de l'ensemble des dotations, il faudrait parler de l'ensemble de la péréquation. Et tout ça ne se risque pas de voir le jour. Alors, on nous a promis un grand soir, c'est ce qui avait été dit, hein. On nous a promis un grand soir de la fiscalité locale. Je crains que les élus locaux ne se réveillent le lendemain du 17 avril, un petit matin seulement, avec une gueule de bois, parce qu'ils n'auront rien de plus. Bernard Delcros, c'est vrai que d'autant qu'on l'État continue de demander finalement à ces collectivités de participer à l'effort de redressement des finances publiques. Oui, alors, il y a deux choses qu'il ne faut pas mélanger de mon point de vue. Il y a la question de la taxe d'habitation, de sa suppression et de la réforme fiscale qui va être arrivée dans le cours du premier semestre pour répondre à cette question-là. C'est un autre projet de loi de finances. Ce sera un projet de loi de finances rectificative que l'on examinera dans le premier semestre. Et puis il y a la loi de finances qu'on est en train d'examiner pour 2019. Ce sont deux sujets importants, mais deux sujets quand même qui sont différents. Et donc, malgré tout, pour être tout à fait objectif, et je crois que c'est important qu'on puisse être objectif. Pendant 4 ans, on a connu une baisse régulière, fréquente de la DGF. Sur ces deux exercices, 2018 et 2019, on a une stabilité de la DGF dans l'enveloppe globale. 27 milliards d'euros. Et évidemment, depuis toujours, c'est pas d'aujourd'hui, depuis toujours, dans la répartition ensuite de cette enveloppe, forcément, il y a des variations d'une année à l'autre parce qu'il y a des variations physiques, des nombres d'habitants qui évoluent ou autres. Il y a eu des variations très importantes, et vous avez eu raison de le rappeler, en 2017 et 2018, qui sont principalement dues à l'application de la loi NOTRe, c'est-à-dire à la révision des périmètres, notamment des intercommunalités, la révision des périmètres des intercommunalités, et également au fait qu'il y a un certain nombre de collectivités qui ont changé de catégorie.
qui sont passés de communauté d'agglomération en communauté urbaine, par exemple, ou de communauté de communes en communauté d'agglomération. Et donc, à la fois les changements de catégorie et la révision des périmètres ont entraîné des modifications très importantes, des variations très importantes dans les dotations individuelles de chaque collectivité. Je pense que pour 2009, cette question elle devrait être derrière nous, et même s'il y aura forcément des variations, parce qu'il y en a toujours eu, je pense qu'elles seront en tous les cas moins importantes. Jean Bacher. Juste une demi-précision sur ce que vient de dire Bernard. Pour une intercommunalité qui ne changeait pas, elle a pu voir sa dotation baisser. Bien sûr. Parce que la dotation, elle était relative. Si d'autres augmentaient leurs compétences, augmentaient leur taille, alors que vous n'aviez rien changé, que vos charges n'avaient pas changé, eh bien votre dotation baissait. C'était là la surprise. Ouais. Françoise Larpin, dans ce contexte, on le voit, d'incertitude et justement de manque de visibilité peut-être pour les élus, quels sont les leviers qu'ils peuvent actionner justement pour obtenir de nouvelles recettes? Alors, les expériences les plus probantes en matière de recherche de nouvelles recettes, alors en volume, il ne faut pas se leurrer, on ne va pas trouver des milliards d'euros de nouvelles recettes, il faut quand même le dire. Mais en tout cas, il y a des pistes tout à fait intéressantes. Il y a des collectivités de toutes catégories d'ailleurs, qui commencent à s'intéresser au financement participatif, comme les entreprises font appel au financement participatif. On trouve ces expériences dans des agglomérations, mais également dans des départements et des régions. Donc ça peut permettre de financer des projets publics, de collectivités, mais aussi des projets d'entreprises en mobilisant donc des deniers de particuliers vers des projets qu'ils ont envie de soutenir, comme on le voit dans le cinéma ou dans d'autres activités. Après, il y a effectivement le fait d'utiliser quand même des observatoires fiscaux pour essayer de regarder dans quelle mesure la matière fiscale est bien recensée, parce que la RGPP a donné beaucoup de soucis au service la révision générale des politiques publiques. Voilà, la révision générale des politiques publiques a donné beaucoup de soucis au service déconcentré, notamment au service des impôts. Et on voit bien que beaucoup de collectivités, quand elles s'intéressent de près au sujet du recensement des bases d'imposition, trouvent des marges de manœuvre parce qu'elles découvrent qu'il y a des bases qui n'ont pas été recensées. Voilà. Il y a également donc le sujet des fonds européens qui sont quand même très mal mobilisés en France, et c'est toujours le cas. Alors en même temps, souvent il faut investir dans des moyens humains pour pouvoir ensuite gagner. C'est-à-dire qu'il y a un investissement à faire dans un premier temps pour pouvoir donc ensuite avoir des ressources à hauteur qui compensent les dépenses qu'on a engagées. Alors là, il vaut mieux le faire avec, je sais pas, dans le cadre de groupements, dans le cadre de mutualisation de services, par exemple entre communes et intercommunalités, parce qu'une petite commune ne va pas, elle, évidemment, avoir des moyens humains dédiés à la recherche de financement européen. Voilà. Donc ça, ce sont des idées. Après, il y a le mécénat. Donc effectivement, ça marche dans le champ de la culture. Ça ne marche plus, madame. Alors, ça ne marche plus. Alors, il y a quand même des collectivités locales mais ça ne marche plus. Regardez les chiffres sur le mécénat, je crois que vous ne les avez pas vus récemment. C'est une chute libre, madame. Oui, alors c'est une chute libre globalement, mais par contre, dans les catégories de collectivités locales, il y a des collectivités qui ont des performances extrêmement intéressantes. Vous regardez par exemple la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc, qui a fait tout un tas d'opérations avec des artisans et des commerçants, alors qu'on pense toujours que c'est les grands groupes qui vont apporter du mécénat. Mais parfois, sur les entreprises locales, en fait. Alors après, il faut regarder... Les chiffres disent totalement le contraire, mais c'est intéressant, mais c'est totalement un contraire aux chiffres. Il faut d'inventivité, de créativité, justement, pour mobiliser les nouvelles recettes. Je vois en ce sens où les volumes ne sont pas à la hauteur des enjeux. Voilà. Il ne faut pas rêver. Voilà. La liste est assez complète, mais on pourrait dire que la première action des collectivités locales, et depuis quelques années, c'est l'action sur la dépense. Ouais. Quand on constate et quand on regarde en macro un certain nombre de chiffres, je ne vais pas répéter les chiffres qu'on met dans le rapport, mais il y a une véritable action sur les dépenses de fonctionnement des collectivités locales, dont je rappelle qu'ils ne sont pas des dépenses administratives stricto sensu, c'est parfois des compétences, donc il faut se poser la question des conséquences sur le terrain, mais en matière de politique d'achat, en matière de relations au tiers, au secteur associatif, etc., tous ceux qui travaillent avec les collectivités locales ont bien compris que la donne avait changé et que le rapport était bousculé. Tous les prestataires, privés, publics, etc., sont face à des collectivités qui agissent sur cette dépense-là. Donc c'est aussi un moyen d'action assez fort qu'elles ont mis en place. Reste à savoir après les conséquences sur le terrain. Alors justement, Thomas Rougier, vous me faites ma transition pour voir les conséquences sur le terrain. Vous le savez, on est en plein congrès des maires de France. Je vous propose de voir ce reportage de Quentin Calmet. Il était aujourd'hui au Salon des maires et vous allez voir, ils n'ont plus les moyens d'investir ou de se doter de nouveaux équipements. Alors, eh bien, c'est l'occasion pour eux, justement, cette AMF, de rechercher des solutions pour faire des économies.
Salon des maires à vos catalogues, bancs publics, signalisation ou encore luminaires. C'est ici dans le hall voisin du Congrès des maires que les édiles peuvent faire leur shopping. Il est certain que ce salon est complet dans toute son offre, puisqu'on retrouve du logiciel au mobilier de crèche jusqu'au mobilier urbain. Sur le stand de Vincent Caru, on expose surtout des lampadaires. La tendance cette année, ce sont ces modèles à LED. L'attrait de la technologie LED génère une certaine curiosité de la part des élus, puisque c'est le type d'investissement qui permet de réduire de façon extrêmement importante la consommation énergétique. Faire des économies, c'est la principale préoccupation des maires, croisés dans les allées de la porte de Versailles. On économise quand même en venant au salon parce qu'on arrive à avoir des tarifs assez compétitifs. Et on essaye de trouver le meilleur prix au moment du salon. Des maires qui ont revu leurs ambitions à la baisse avec la diminution puis le gel des dotations. On ralentit nos investissements, bien évidemment, qu'on n'a pas trop le choix. Nous, on avait un projet même de centre nautique qui était programmé sur ce mandat-ci, qui est reporté, voilà, et qui va être peut-être réfléchi différemment suite à ces baisses de dotation. C'est vrai que nous, par exemple, un exemple sur la ville de Roscoff, on a perdu 300 000 € par an en 6 ans sur un mandat, c'est 1,8 million. 1,8 million, c'est un beau projet qu'on peut réaliser. Des réformes territoriales aux conséquences tangibles et chiffrées aussi pour les exposants. Sur ce stand, depuis la loi NOTRe, les commandes ont baissé de 15% et ne sont jamais revenues à la hausse. Bernard Delcros, ça vous fait réagir ce qu'on vient de voir? C'est un exemple concret des conséquences à la fois pour les élus mais aussi pour les prestataires. Oui, si vous voulez, je pense qu'il y a beaucoup d'élus qui sont restés sur la période précédente où il y a eu une baisse importante de la DGF. Aujourd'hui, je le redis, 2018-2019, la DGF est stabilisée. C'était nécessaire parce que la baisse durant 4 ans de la DGF a amené, et vous avez raison de le rappeler, les collectivités à faire des efforts dans le fonctionnement, de réduction de leurs dépenses, mais les efforts, on peut en faire jusqu'à un certain stade. Et donc aujourd'hui, on a un certain nombre de collectivités, je pense aux plus petites, mais c'est également le vrai dans un certain nombre de villes, qui sont arrivées à un seuil en deçà duquel elles ne peuvent pas descendre. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on puisse stabiliser la DGF. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de baisse de la dotation de fonctionnement. Sur les investissements, la DETR est restée... C'est la dotation d'équipement des territoires ruraux. C'est une dotation à l'investissement pour les territoires ruraux, la DETR, excusez-moi. Elle est restée à son stade de l'année dernière, qui lui-même était resté au stade de l'année précédente. Donc là aussi, il y a une stabilité. On a une baisse, malgré tout, sur une dotation d'investissement, qui est la dotation de soutien à l'investissement local, où on a une baisse de 45 millions d'euros sur environ 600 millions pour avoir les échelles, qui en fait étaient des crédits qui étaient dédiés aux contrats de ruralité et qui cette année sont supprimés. Donc, au sein de la commission des finances du Sénat, on a voté un amendement pour rétablir le montant de l'année passée. Et puis on a 2 autres baisses qui ne sont pas acceptables pour nous. C'est la prime à l'aménagement du territoire. On n'est pas sur il n'y a pas d'enjeu financier considérable. Et on est sur quelques millions, quelques dizaines de millions d'euros, qui cette année a baissé, alors que c'est une prime qui est extrêmement importante. Ce sont des aides directes à des petites entreprises qui vont s'installer, notamment dans la ruralité, dans les territoires fragiles. C'est dans un plafond de 15 000 € par emploi créé. Et donc, ça rend plus attractifs ces territoires. Et donc là aussi, j'ai proposé un amendement à la Commission des finances qui a été accepté pour le rehausser au niveau de l'année passée. Et également sur le FISAC, qui est un fonds d'intervention, de soutien au commerce et à l'artisanat dans la ruralité, qui est extrêmement important parce que ce fonds, il vient soutenir des petits commerçants, des petits artisans qui sont installés dans la ruralité. Donc on va essayer de corriger ces effets, mais globalement, très franchement, cette année, maintien de la DGF, maintien à la différence avec l'écart dont j'ai parlé tout à l'heure sur la DSIL, maintien en gros des subventions à l'investissement, des fonds européens qui restent encore aujourd'hui extrêmement élevés et pas toujours mobilisés. Ça nécessite d'ingénierie pour mobiliser les fonds européens. Et on est dans une période qui va se terminer en 2020. Je ne suis pas sûr qu'on aura les mêmes niveaux de fonds européens pour l'investissement dans l'après 2020. Donc, franchement, aujourd'hui, on a de la stabilité sur le fonctionnement, sur l'investissement, et il y a quand même des moyens pour investir pour les collectivités. Non, mais effectivement, si on regarde juste le budget comme cela, c'est facile de dire que c'est zéro et donc ça fait de la stabilité. Le vrai problème, c'est qu'effectivement, les élus sont habitués dorénavant à avoir cette baisse, ne savent pas vers quoi ils se tournent. Et quand on entend nos amis maires, ils nous disent bien, on ralentit nos investissements. Alors, c'est vrai qu'il y a moins de pouvoir. C'est comme le fameux pouvoir d'achat, vous savez. C'est moins de pouvoir parce qu'il y a plus de dépenses contraintes. Donc,
ils ont perdu du pouvoir, les élus locaux. Ils ont les responsabilités, ils doivent faire le service public, mais ils n'ont plus le pouvoir de le faire, ils n'ont plus le pouvoir de faire plus et mieux, et c'est cela, la démotivation des maires, et c'est cela qui est inquiétant pour la démocratie, comme ça peut inquiéter aujourd'hui d'autres personnes, ceux qui ont des écharpes tricolores, comme ceux qui ont des gilets jaunes. Françoise Helarpin. Oui, donc l'inquiétude, je vous rejoins. Nous, on la ressent. Moi, ça fait quand même plus de 30 ans que je conseille les collectivités locales. Je ne les ai jamais vus aussi inquiets. Et pas seulement les élus, les agents également, parce que tout bouge dans tous les sens, et ceci depuis plusieurs années. Parce qu'il y a une réforme territoriale ou une réforme de décentralisation, parce que la dernière n'était pas de la décentralisation, je le rappelle. Donc, ça veut dire que, et plus les réformes financières et fiscales. C'est en permanence. D'ailleurs, nous, on surfe sur ça. Il faut être honnête, pour les cabinets conseils, c'est quand même assez super, parce qu'il y a des réformes en permanence. Voilà. Mais du coup, ça crée effectivement beaucoup d'inquiétudes. C'est compliqué quand même de les conseiller quand tout bouge. Et donc, l'expérience montre que, effectivement, on l'a vu, la loi NOTRe, par exemple, a complètement freiné les investissements. Parce qu'il y avait des transferts de compétences à gérer. Ils s'occupent beaucoup de ce qui se passe chez eux pour essayer de comprendre déjà ce qui se passe et puis de mettre en place les nouvelles organisations, de mettre en place les nouvelles modalités financières, les nouveaux budgets, etc. Les fusions de régions, par exemple, on l'a vu, ça les a concentrés, centrés sur eux au lieu de les centrer sur leur mission, leur politique publique. Et ça, on le voit dans toutes les expériences de fusion qu'on a pu accompagner. Ça freine, en fait, l'action publique et ça freine la politique d'investissement. Donc là, la stabilité, moi, j'arrête pas, effectivement, d'en entendre parler. Il y a des sujets comme ça qui sont récurrents. Mais malheureusement, chaque gouvernement a envie de faire changer les choses. Et puis Bercy, quand même, il faut le reconnaître, est quand même derrière beaucoup de ça. Enfin, c'est quand même eux qui ont pris un peu le pouvoir. Moi, j'ai commencé ma carrière à la DGCL, Direction Générale des Collectivités Locales, où je m'occupais de la répartition de la DGF et du Comité des finances locales. Je peux vous assurer que le pouvoir était à la DGCL et au Comité des finances locales. C'est pas vrai. Maintenant, il est passé à Bercy, qui a une vision des collectivités locales qui est il faut qu'elles baissent leurs dépenses et donc il faut les contraindre en recettes. Voilà. C'est ça la vision. Recentralisatrice, c'est ce qui est souvent justement reproché. Il y a le cadre des finances publiques qui fait qu'effectivement, du côté du ministère des Finances, on a des arguments pour aller voir chacun des parties prenantes et puis avec un certain niveau d'exigence. La problématique, c'est que le monde local porte le patrimoine public local en grande partie. Donc les enjeux de finances publiques ne peuvent pas se résumer à une baisse de la dette des collectivités locales, puisque ça voudrait dire que celui qui porte le patrimoine ne porte plus la dette. Donc il y a une contradiction. Or cette dette qui sert à financer des réseaux d'assainissement, des réseaux de transport, et on sait qu'il reste des besoins forts, même si beaucoup ont été couverts aussi. On ne peut pas dire que les collectivités n'ont rien fait, elles sont dans l'action. Mais face à certains investissements structurants, effectivement, il y a une mobilisation de financement sur plusieurs années, alors que ce soit des dotations où il faut une lisibilité pluriannuelle ou un recours à l'emprunt. Avant d'emprunter sur 15, 20, 25 ans, il faut effectivement obtenir une clé de lisibilité sur les ressources de son territoire. C'est ça la bonne gestion. Donc effectivement, ce volet d'inquiétude sur mes ressources de demain et ce que je vais devenir demain, même si du côté de l'organisation territoriale, le jeu est un peu calmé sur certains cas un peu spécifiques. On a des questions financières à régler au cours des prochaines années pour que les maires et les présidents d'interco et les présidents de départements et de régions soient plus sereins. Merci Thomas Rouget. La parole est à monsieur Jean-Louis Lagourgue pour le groupe Les Indépendants République et Territoires pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Malgré l'instauration d'un couvre-feu, l'île de la Réunion reste encore aujourd'hui le théâtre d'une flambée de violences urbaines. De nombreux services publics, entreprises et commerces sont bloqués ou inaccessibles. J'ai entendu le message du président de la République hier soir, mais la répression ne doit en aucune manière être la seule réponse apportée par le gouvernement. Ces violences sont révélatrices d'une crise bien plus profonde de la société réunionnaise. Taux de chômage à 30%, avec 58% de jeunes de moins de 25 ans sans emploi. Coût de la vie élevé, 20% supérieur à la métropole. 42% de la population en dessous du seuil de pauvreté. Dépendance alimentaire forte. Nombreux retards des investissements dans le secteur touristique notamment. Des mesures fortes doivent être prises immédiatement.
Le gel de la taxe carburant décidé par la région Réunion est une première réponse, mais l'État doit aussi agir pour la compléter. Contrairement à ce que propose le gouvernement de son budget 2019, les incitations fiscales en faveur des territoires ultramarins doivent être préservées. L'abattement fiscal pour les populations d'outre-mer et la TVA non perçue récupérable ont des effets sociaux et économiques positifs. Il faut aussi soutenir les entreprises et revoir les seuils retenus pour le calcul des exonérations prévues dans le cadre de la réforme des aides économiques. Ces mesures ne sont pas des avantages indus, mais une nécessité. Elles sont le reflet des sujétions et des spécificités de l'outre-mer. Les supprimer n'efface aucunement les inégalités. Il faut aujourd'hui, plus que jamais, soutenir la société réunionnaise et apporter des solutions urgentes et spécifiques aux habitants des territoires ultramarins, notamment au niveau des populations les plus fragiles. Monsieur le Premier ministre, que comptez-vous faire immédiatement pour répondre à cette sortie de crise et à long terme aux difficultés économiques et sociales que rencontre la Réunion? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer, pour la réponse pour 2 minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Lagourgue, la Réunion, vous l'avez dit, connaît depuis samedi soir un climat de tension extrême, avec des actes graves qui ont été commis sur des dépositaires de l'ordre public, et nous estimons tous ici que c'est intolérable. Alors en matière de sécurité, nous apportons une réponse juste et une réponse mesurée. Près de 110 casseurs ont été interpellés, certains ont été lourdement condamnés en comparution immédiate notamment. Je le redis ici, des actes intolérables ont été commis et ils devront être punis. Pour le maintien de l'ordre, des moyens considérables sont mobilisés et j'en appelle au respect de nos valeurs républicaines. Les opérations de déblocage sont en cours. Elles vont se poursuivre avec fermeté pour libérer les commerces et permettre la circulation. Au-delà de cette réponse, et vous avez raison, qui est nécessaire et immédiate, il faut entendre le malaise profond des Réunionnais. Même si la situation n'est pas récente, je ne vais pas ici me dérober. Les assises de l'outre-mer ont été pendant 1 an l'occasion de permettre à chaque citoyen de s'exprimer, notamment ceux qui ne s'exprimaient plus depuis très longtemps. Alors les Réunionnais ont peur pour leur avenir, ont peur pour leurs enfants, souhaitent effectivement que l'État les accompagne avec l'ensemble des élus dans une construction meilleure pour leur territoire. Alors nous devons collectivement leur apporter une réponse. Nous avons pris nos responsabilités, proposé des actions concrètes dans le livre bleu qui seront mis en action dès 2019. Mais notre mission à tous est de permettre aux Réunionnais de retrouver confiance. Confiance en leur territoire, confiance en leur institution, confiance en leur avenir. La parole est à Monsieur Pierre-Yves Collombat pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste pour 2 minutes. J'ai besoin de vous en ce que vous portez dans la République, parce que vous avez décidé de vous engager en prenant sur votre vie, votre temps, vos familles, et de cela je vous remercie. J'ai besoin de vous parce que le pays ne se redressera pas avec quelques décisions, quelques lois, quelques règlements ou l'action de quelques-uns. Il réussira parce que partout sur le territoire, il y a les engagés et les convaincus que vous êtes. Rien ne sera possible sans cette relation de confiance et de responsabilité. Ainsi parlait Emmanuel Macron devant les maires de France il y a juste 1 année. Beau comme de l'antique. À ceci près que c'est la défiance qui depuis s'est installée entre le pouvoir et les élus, défiance qu'un geste hautement symbolique permettrait de dissiper au moins partiellement, inscrire dans la loi enfin un statut de l'élu territorial à la hauteur des attentes et surtout des besoins. Monsieur le ministre, le gouvernement est-il prêt à faire ce geste? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Marc Fesneau, ministre chargé des Relations avec le Parlement pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Collombat. Je sais votre attachement pour l'avoir connu quand j'étais maire moi-même aux élus
et aux élus ruraux en particulier, mais globalement à l'ensemble des élus. Vous nous posez une question simple, et cette question simple, en faisant une citation qu'évidemment tout le monde partage, et cette question simple, je vais essayer de vous répondre de façon simple et concrète. D'abord, je voudrais saluer le travail qui est fait et qui est en cours avec le Sénat, à l'initiative du président Larcher, entre le Sénat et le gouvernement, pour faire en sorte de travailler sur le statut de l'élu. C'est un sujet, vous me permettrez de le dire, maintes fois mis sur le métier et sur lequel on n'a jamais vraiment abouti. Or, le gouvernement souhaite aboutir sur ce sujet. Et je vais vous donner les quelques pistes. Je vous remercie de vos encouragements. Et je voudrais oui, je veux bien qu'on accélère le rythme, monsieur le sénateur, mais il me semble que ça fait très longtemps qu'on attend un statut de l'élu et que nous allons le faire. Vous dire d'abord, le président Larcher et le Sénat ont fait 46 propositions. Elles portent sur plusieurs sujets pour être précis. D'abord, le régime social, qu'il faut clarifier, qu'il faut compléter et qu'il faut adapter pour faire en sorte qu'il réponde et qu'il soit compréhensible par les élus et qu'il réponde à leurs réalités. La deuxième chose, c'est la meilleure conciliation de la vie personnelle, de la vie professionnelle et de la vie d'élu. Et Dieu sait que c'est compliqué à faire quand on est un élu qui est engagé. C'est pendant le mandat, c'est avant le mandat pour pouvoir s'y préparer et c'est à l'issue du mandat quand on veut se reconvertir. Et donc il faudra travailler sur ces choses-là. Il y a la validation des acquis de l'expérience, mais il y a peut-être d'autres sujets sur lesquels je crois le Sénat veut se positionner. La troisième chose, c'est la formation. On voit bien les uns et les autres que de plus en plus les sujets sont complexes et qu'on est confronté comme élu de plus en plus à des sujets complexes et qu'on a besoin d'outils de formation qui soient plus performants. Et on sait à quel point le taux d'utilisation des crédits de formation sont encore trop faibles pour les élus. Il y a des mécanismes d'incitation qu'il faut peut-être encourager. Et puis enfin, la responsabilité pénale, c'est ici au Sénat, avec le sénateur Fauchon et avec tous les sénateurs qui étaient là à l'époque, qui a été votée la loi sur la responsabilité pénale des élus. Je sais que le Sénat veut y travailler pour voir la jurisprudence, pour voir comment on peut améliorer les choses. Vous voyez, les 4 pistes sont sur la table, le gouvernement est prêt à y travailler et nous allons y travailler éventuellement dans les cadres des prochaines niches sénatoriales qui sont prévues sur ces sujets-là. Voilà, monsieur le sénateur, ce que je voulais vous répondre. C'est l'heure de sénateur à domicile. Aujourd'hui, avec le sénateur socialiste de Paris, Rémi Féraud, on va s'intéresser à la communauté kurde installée dans la capitale, mais aussi en banlieue. Ils sont environ 250 000. Vous allez voir, c'est une communauté discrète et solidaire. C'est un reportage de Flora Sauvage. Kurde naturalisé français, Pierre Auguste a émigré en 1993. Accusé de terrorisme par les autorités, il a fui la Turquie. Ce matin, dans son petit restaurant du 10e arrondissement de la capitale, il prépare les lahmacun. Lahmacun, c'est un plat Moyen-Orient. Les Turcs disent ça à nous, les Arabes disent ça à nous. Et nous, les Kurdes, on dit rien, on dit ça à tout le monde. Voilà. Et nous, on est descendants des Yézidis. Et moi, je suis athée. Mais si on me demande de quelle religion vous avez, je suis toujours des Yézidis. Hein. Face aux exactions infligées aux Yézidis par Daesh, ce Kurde en reste sans voix. C'est quelque chose qui bloque ici, là. C'est quelque chose qui c'est dur à raconter avec le mot. C'est ici, au cœur du 10e arrondissement de Paris, que vit une importante communauté kurde. Maire du 10e arrondissement jusqu'en 2017 et aujourd'hui sénateur de Paris, Rémi Féraud défend les Kurdes qui combattent aux côtés de la coalition internationale en Syrie. Face à Daesh, les Kurdes ont été vraiment aux côtés de la communauté internationale, mais les combattants au sol en première ligne, y compris pour défendre les Yézidis qui, dans le nord de l'Irak, ont été victimes de crimes contre l'humanité. Nous sommes en train de créer un groupe de liaison et d'amitié avec les Kurdes et j'en suis très heureux parce que c'est important que les parlementaires se mobilisent aussi. Et pour mieux faire connaître la culture kurde, un jardin du quartier a été baptisé du nom d'un célèbre cinéaste persécuté par les autorités turques. Ce jardin, on lui a donné le nom de Yilmaz Güney, qui est un grand cinéaste kurde qui est mort à Paris d'ailleurs, où il a passé ses dernières années, qui a eu la Palme d'Or à Cannes avec un film qui s'appelle Yol. Même si j'ai dû un peu insister pour que soit bien marqué sur la plaque acteur et cinéaste kurde et non pas turc d'origine kurde. À l'Institut kurde de Paris, on se remémore le célèbre cinéaste. Ici, il tenait ses réunions parce que pour des raisons de sécurité, parce que tous les services turcs étaient à ses trousses, il s'était évadé de prison, donc il rencontrait les gens ici. Aujourd'hui en France, la communauté kurde représente 250 000 personnes, dont 100 000 en région parisienne, et les liens entre les Français et les Kurdes sont anciens. Ça, c'est les journaux de soutien à la France libre. Le général de Gaulle en kurde.
Ce qui est important, c'est que nous refusions que les Kurdes soient la variable d'ajustement au moment où on n'a plus autant besoin d'eux. Erdogan n'hésite pas à jouer un jeu de puissance et à être extrêmement dur avec ses alliés. Et nous sommes souvent assez faibles dans la réaction. Et pour mieux défendre les intérêts des Kurdes, Rémi Féraud souhaite créer un groupe de liaison au Sénat, à l'image de ce qui existe déjà à l'Assemblée nationale. Bonsoir Rémi Féraud, merci Bonsoir. d'avoir accepté notre invitation. D'où vient votre engagement en faveur de la communauté kurde? D'abord du fait de bien connaître cette communauté très implantée dans le 10e arrondissement depuis longtemps. Où il existe beaucoup de commerces, beaucoup d'ateliers, puis aussi l'Institut kurde, d'autres associations kurdes comme le Centre culturel. Et puis ces dernières années, les Kurdes ont été vraiment à nos côtés dans la lutte contre Daesh. C'est ceux qui ont pris le plus de risques, qui ont été au sol, qui ont eu beaucoup de victimes, qui ont toujours été extrêmement fidèles et très engagés. Et enfin, je dirais, moi, comme sénateur socialiste, je poursuis aussi une amitié avec la France, qui est très ancienne, qui a plusieurs siècles, mais aussi une amitié qui a plusieurs décennies avec la gauche française, les socialistes, et je pense en particulier à François et Daniel Mitterrand. Vous proposez la création d'un groupe de liaison, d'amitié ici au Sénat. On sait qu'il y a déjà un groupe qui concerne les chrétiens d'Orient et les minorités. Qu'est-ce que ça permettrait, ce groupe vraiment dédié aux Kurdes ? Il permettrait de marquer notre attention, notre vigilance, de participer à la mobilisation pour les Kurdes, à être attentif aussi à ce que notre gouvernement ne les abandonne pas. J'avais moi-même posé une question au gouvernement au moment d'Afrine et de la chute d'Afrine face à l'armée turque et à ses alliés djihadistes, ce qu'on a trop peu dit. Et ce groupe de liaison d'amitié est en train de se constituer dans le cadre du groupe chrétiens d'Orient, minorité du Moyen-Orient, que préside Bruno Retailleau. Et Bruno Retailleau a lui-même souhaité que cette solidarité avec les Kurdes s'inscrive à l'intérieur de ce groupe, mais en étant bien nominativement marqué. Et donc le groupe a d'ailleurs changé de nom pour marquer l'importance des Kurdes dans cet ensemble du Moyen-Orient sur lequel nous devons travailler, c'est-à-dire les chrétiens d'Orient, les minorités et les Kurdes. Quel est le parcours des Kurdes qui résident en France? On voit que c'est une communauté souvent apatride, elle est divisée et séparée, justement, elle réside sur plusieurs pays. Les Kurdes, c'est le plus grand peuple du monde qui n'a pas d'État, dû au traité notamment à fin de la première guerre mondiale, dû aussi au jeu des puissances. C'est un vrai peuple, mais qui est réparti sur plusieurs pays. Plus nombreux sont aujourd'hui en Turquie. La politique d'Erdogan, cet autocrate, vise notamment, mais je dirais presque prioritairement aujourd'hui, à discriminer les Kurdes, réduire leurs droits. Il y a des dizaines de maires kurdes, de parlementaires, beaucoup de journalistes aussi en Turquie qui sont emprisonnés. Il y a eu beaucoup de morts, une pression et un non-respect des droits de l'homme massif. On en parle trop peu en France, donc je veux aussi participer à ce qu'on en parle parce que c'est évidemment extrêmement important qu'on défende les droits des Kurdes en Turquie, en Irak où il y a un gouvernement régional, un Kurdistan autonome, en Syrie où les Kurdes devront être partie prenante de la reconstruction politique de la Syrie alors que beaucoup cherchent à les éliminer. Vous parlez de ces menaces, de ces persécutions. Est-ce que la France doit donner davantage, justement, asile à cette population ? La France a toujours été solidaire des Kurdes, elle doit l'être davantage. Et oui, bien sûr, la France gagnerait à donner parfois plus facilement des visas à des militants qui sont menacés dans leur vie même. Et on l'a vu sur un autre pays, avec l'Afghanistan, comment la France ne se grandit pas lorsqu'elle ne donne pas des visas à ceux qui l'ont aidé dans les combats essentiels, et notamment contre le terrorisme islamiste. On voit que cette communauté kurde joue aussi un rôle culturel important à travers l'hommage qui a été rendu à ce cinéaste. Il y a pourtant une méconnaissance finalement de la culture kurde. C'est un très grand peuple, une grande culture qui en effet n'est pas assez connue et reconnue. Et voilà, Anne Hidalgo a fait un geste très important lorsqu'elle a accepté de donner le nom de Yilmaz Güney, qui était un cinéaste kurde qui a eu la Palme d'Or à Cannes en 82, à un nouveau jardin de Paris. C'est la première fois qu'un artiste kurde voyait son nom inscrit à Paris
dans un jardin et en tant que Kurde, c'est un symbole très important. Il a fallu lever quelques résistances d'ailleurs, qui sont toujours résistances diplomatiques habituelles. Elles venaient d'où ces résistances? Parce que vous avez parlé forcément de la Turquie et d'Erdogan. De ne pas vouloir froisser la Turquie. Mais aujourd'hui, l'essentiel, c'est vraiment pas de ne pas froisser la Turquie. Au contraire, c'est de participer à la pression pour que Erdogan ne puisse pas déployer tout son jeu, comme on le voit faire aujourd'hui, avec une certaine réussite, et ça doit nous inquiéter. Eh bien, merci à vous, Rémi Féraud, d'être venu sur le plateau de Public Sénat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À suivre vos rendez-vous sur Public Sénat. On va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Et notre émission Audition publique, invité ce soir Yannick Jadot. Très bonne soirée à tous et à bientôt. Depuis plusieurs années, la Birmanie a laissé peu à peu la démocratie s'installer dans le pays avec les victoires successives du parti Aung San Suu Kyi. Ce changement politique a vu l'apparition d'Internet et des réseaux sociaux, une révolution pour toute une génération de jeunes Birmans. Les dessous de la mondialisation, ce soir à 23h sur Public Sénat.